Je n'étais pas retourné au domaine des Beaumont depuis plus d'1 an. Pourtant, l'endroit semblait tout droit sorti d'une page de magazine sur papier glacé. Chaque centimètre carré brillait, de la peinture fraîche sur les grandes colonnes, des sols en marbre poli, des lustres en cristal projetant une lumière dorée à travers la salle de bal. C'était le genre d'opulence destiné à impressionner les plus anciennes familles de la ville. Et ça marchait. Des rires et des applaudissements polis flottaient au-dessus du bourdonnement du quatuor à cordes. Je me tenais près du mur du fond, aussi loin que possible des projecteurs. La robe en soie beige que Viviane avait choisie pour moi tombait de manière rigide sur ma silhouette. Le tissu était frais et inflexible. Une élégance discrète, avait-elle dit en la déposant à mon appartement. Je savais ce qu'elle voulait vraiment dire, ne te fais pas remarquer. Ne donne à personne une raison de se souvenir que tu étais là. Hélène se déplaçait dans la foule avec une grâce experte, sa main passée au bras de son mari. Il semblait fait pour la couverture d'un magazine de mariage mondain, tout en charme et en sourire synchronisés. J'ai croisé son regard une fois, mais elle a vite détourné les yeux pour saluer la femme d'un conseiller municipal. Ce n'était pas de la colère, exactement. C'était de la distance, le genre de distance que l'on construit brique par brique jusqu'à ce qu'elle paraisse permanente. Viviane flottait non loin dans une robe argentée, la voix claire, le rire plus perçant que nécessaire. Elle posa une main possessive sur le bras de mon père en s'adressant à un petit groupe, et je remarquai avec quelle facilité l'expression de mon père se pliait à ses signaux, de la même manière que depuis des années. Un serveur apparut à mes côtés, me proposant une flûte de champagne. Je l'ai prise sans réfléchir, bien que j'aie à peine touché à l'alcool depuis des mois. Le verre était froid contre mes doigts, le liquide or pâle captant la lumière comme s'il y avait plus sa place que moi. Je suis resté en bordure de la foule, sirotant lentement, regardant ma famille tenir salon dans une maison qui, autrefois, me semblait être la mienne. La musique monta pour le prochain toast, et je sentis l'envie de quitter la pièce, de me glisser dans l'un des couloirs silencieux où le bruit ne pourrait pas me suivre. Je me suis dit que j'avais juste besoin d'air, un moment loin de ce tableau parfait et suffocant. Je ne réalisais pas encore qu'un seul pas hors de la salle de bal changerait tout. J'ai laissé une des cousines de mon père maculée près de la table des desserts. Elle était en plein milieu d'une histoire sur sa nouvelle maison au bord du lac quand c'est arrivé subtil au début, juste une légère perte d'équilibre. Puis les contours de la pièce se sont adoucis, les lumières des lustres se brouillant en halos vaporeux. J'ai resserré ma prise sur la flûte de champagne. Bien que je n'en ai même pas fini la moitié, j'avais été prudente, sirotant lentement, espaçant chaque gorgée de longues pauses. Ce n'était pas l'alcool. Je connaissais assez bien mon corps pour faire la différence. La voix de la cousine s'est estompée en arrière-plan, les mots s'aplatissant en un son sans signification. Mon pouls martelait dans mes oreilles. J'ai forcé un sourire, murmuré quelque chose à propos du vestiaire, et je me suis éloigné. Le sol semblait inégal sous mes talons tandis que je me déplaçais dans la foule, attentive à ne pas attirer l'attention. Mes yeux se sont tournés une fois vers Viviane, toujours en train de tenir salon, son rire éclatant et sans défaut, comme si rien au monde ne pouvait l'ébranler. J'ai posé le verre sur le plateau d'un serveur qui passait. La tige a glissé de mes doigts plus facilement qu'elle n'aurait dû. L'air frais du couloir au-delà de la salle de bal a caressé ma peau, et je l'ai suivi comme une bouée de sauvetage. Le bruit diminuait à chaque pas dans le corridor arrière. Ma respiration ralentit, bien que l'étrange brouillard dans ma tête persistât. Je me suis dit que ce n'était rien, un déjeuner sauté, la chaleur de la foule. Mais la pensée ne s'ancrait pas. Cette dernière gorgée avait eu un goût légèrement amer, presque métallique. J'ai atteint le bout du couloir, une main contre le mur pour garder l'équilibre, essayant de me stabiliser avant que quelqu'un ne me voie. Les portes de la cuisine s'ouvrirent juste devant moi, libérant une rafale de vaisselle qui s'entrechoque et une odeur de beurre et d'herbe. Je me suis avancé vers elle, espérant une chaise, peut-être un verre d'eau. Au lieu de cela, quelqu'un m'attendait. Le cliquetis des casseroles et le faible bourdonnement de l'agitation de la cuisine emplissaient l'espace, un contraste saisissant avec l'élégance soignée de la salle de bal. J'ai à peine eu le temps de balayer la pièce du regard avant qu'un homme ne s'éloigne d'une pile de linge plié et ne vienne vers moi. Il était grand, large d'épaules, avec des yeux vifs qui ont capté et retenu les miens. Sa voix était posée, basse pour ne pas être entendue. « Céline Beaumont ?» J'ai hésité. « Oui. »« Je suis Léon Lefebvre, » dit-il. « La sécurité pour le lieu ce soir, mais il y a des années, je travaillais pour Beaumont et associé le cabinet de votre mère.
quelque chose se serra dans ma poitrine à la mention de ma mère, mais avant que je puisse demander quoi que ce soit, il se pencha légèrement, le poids de ses mots délibérés. Viviane a mis quelque chose dans votre verre. Je l'ai vu. Je l'ai dévisagé, le bruit de la cuisine s'atténuant en un bourdonnement. Quoi? Elle a sorti une petite capsule de sa pochette, l'a laissée tomber dedans, a remué une fois, et elle s'est dissoute. On aurait dit que rien ne s'était passé, mais je suis dans ce métier depuis assez longtemps pour savoir ce que j'ai vu. Mon pouce accéléra. Vous êtes sûr? Je ne serais pas là si je ne l'étais pas, dit-il. Puis, comme s'il sentait mon instinct de fuir, il a mis la main dans sa poche et en a sorti une carte de visite. Si vous pouvez, échangez les verres. Faites comme si c'était un accident, mais ne buvez plus dans le vôtre. Quoi qu'il y ait dedans, ce n'est pas pour célébrer. J'ai pris la carte. Les lettres en relief semblaient plus lourdes que le papier ne devrait l'être. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je connaissais votre mère, dit-il simplement, et elle voudrait que quelqu'un veille sur vous. Il n'attendit pas ma réponse, fit juste un bref signe de tête et se dirigea vers le couloir de service, disparaissant dans le bourdonnement de la cuisine. Je suis resté là, serrant la carte, mon esprit un nœud d'incrédulité et de clarté. Les mots de Léon avaient dépouillé la fête de ses faux-semblants. Quelque part dans cette salle de bal scintillante, ma belle-mère souriait, certaine d'avoir déjà gagné. Je me suis tourné vers l'entrée, prête à retrouver mon chemin. Le bruit de la salle de bal m'a frappé comme une vague lorsque j'ai franchi à nouveau les portes doubles. Un instant, cela sembla irréel. Des gens riant, des verres en cristal captant la lumière, la douce musique du quatuor enveloppant le tout dans un cadre parfait. J'ai resserré ma prise sur la carte de Léon dans ma paume avant de la glisser dans ma pochette. Viviane se tenait de l'autre côté de la pièce, son profil tourné vers un photographe. Elle inclina la tête juste assez pour montrer les boucles d'oreilles en argent assorties à sa robe, les lèvres entr'ouvertes dans un rire étudié. Mon père se tenait à côté d'elle, rayonnant à quelque chose que l'homme derrière l'appareil photo avait dit. Mon regard tomba sur la table devant eux. 2 flûtes de champagne étaient posées côte à côte, leurs tiges captant la lumière. Elles étaient presque identiques, jusqu'aux fines bulles accrochées au verre. Ma propre flûte, celle dont Léon m'avait averti, attendait innocemment près de ma chaise. Le chemin entre nous semblait incroyablement long, mais la foule me couvrait des serveurs se déplaçant avec des plateaux, des invités changeant de place au gré des conversations. J'ai atteint ma table comme si je revenais simplement des toilettes, me glissant en place sans pause. Viviane riait toujours, se penchant vers le photographe. Je me suis relevé presque immédiatement, soulevant les 2 verres d'un mouvement fluide, comme si je ne me souvenais plus lequel était le mien. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. J'en ai posé un devant mon siège, celui que j'avais pris à la place de Viviane, et j'ai porté l'autre à ses côtés. Tenez, dis-je d'un ton léger en le plaçant devant elle. Elle ne m'a même pas jeté un regard, se contentant de murmurer un « merci », distrait avant de se retourner vers l'objectif. Je suis retourné à ma place, posant mes mains nonchalamment sur mes genoux. Extérieurement, j'étais calme, posé, une autre invitée profitant de la soirée. À l'intérieur, mon pouls était un battement de tambour, chaque coup comptant les secondes jusqu'à ce qui allait se passer ensuite. Je levai les yeux vers la table d'honneur juste au moment où mon père se levait, tapotant son verre pour attirer l'attention. Le tintement de la verrerie se propagea dans la pièce tandis que mon père se levait, sa main reposant sur le dossier de la chaise de Viviane. Sa voix portait avec l'autorité naturelle d'un homme habitué à l'attention. Il parla d'amour, de loyauté et d'héritage, tissant des phrases qu'il avait utilisées à chaque célébration d'anniversaire dont je pouvais me souvenir. Viviane était assise à côté de lui, sa posture parfaite, son sourire figé. Puis, presque délibérément, elle attrapa la flûte de champagne que j'avais placée devant elle. Elle la leva avec l'aplomb de quelqu'un sur le point de sceller une performance, son regard balayant la pièce avant de se poser sur moi. Ce fut le plus petit scintillement d'un sourire confiant, certain qui passa sur son visage avant qu'elle n'incline la tête et ne boive. Je soutins son regard, sans ciller. Le toast continua, les applaudissements commencèrent dans la salle, mais quelque chose dans l'expression de Viviane changea. Son sourire eut un spasme, puis se figea. La main qui tenait le verre trembla légèrement avant que la tige ne lui échappe. Il heurta le sol et se brisa, projetant un liquide doré sur le parquet. Elle vacilla une fois, comme si la pièce avait basculé sous ses pieds, et la main de mon père se précipita vers son épaule avant qu'il ne puisse la stabiliser. Elle s'est effondrée.
La chute ne fut pas gracieuse. Ses genoux heurtèrent le sol en premier, puis son côté, et elle atterrit en un tas, la respiration courte et saccadée. La salle a explosé. Hélène bouscula une table d'invités, sa robe s'accrochant à un pied de chaise. Des serveurs trébuchèrent avec des plateaux. Des couverts tombèrent bruyamment. Quelqu'un cria pour une ambulance. Un chœur de voix s'éleva, toutes empreintes de confusion et d'alarme. Je suis restée assise, mes mains sagement croisées sur mes genoux. Mon pouls était régulier maintenant. Je savais exactement ce qui venait de se passer. Ce verre m'était destiné. Et maintenant, sous les lumières vives de la salle de bal, devant plus de 100 témoins, c'était Viviane qui haletait. Mon père s'agenouilla à côté d'elle, l'appelant par son nom, sa voix se brisant. Hélène resta près d'elle, pressant une serviette dans la main de Viviane, même si c'était inutile contre ce qu'il y avait dans son système. Le son des sirènes devint plus fort à l'extérieur, une plainte aiguë qui perçait le chaos. Des lumières rouges et bleues commencèrent à clignoter contre les hautes fenêtres à l'approche des ambulanciers. La police est arrivée avant que le dernier éclat de verre ne soit balayé du sol. Des officiers en uniforme se sont déplacés dans la foule, guidant les invités vers le foyer pour prendre leur déposition. Je suis resté où j'étais jusqu'à ce qu'une femme en blazer sombre s'approche, son badge captant la lumière. « Détective Amélie Renaud », dit-elle d'un ton mesuré. Elle s'assit en face de moi, ouvrant un petit carnet. Ses yeux s'attardèrent une seconde de trop sur mon visage, comme si elle y cherchait quelque chose. « Vous ne semblez pas secoué, observa-t-elle. Je gère les choses différemment, répondis-je, en gardant ma voix égale. Elle me demanda où j'étais assise, à quelle distance de Viviane, si j'avais remarqué quelque chose d'inhabituel. Je répondis avec précaution, ne proposant ni en rien. Quand elle me remercia et passa à autre chose, je pouvais sentir son regard sur moi-même pendant qu'elle parlait à l'invité suivant. Le lendemain matin, mon téléphone sonna. Le numéro était masqué. « Ici la détective Renaud », dit la voix. « Nous aimerions que vous veniez au poste. » Les murs étaient de la couleur du sable mouillé, l'air légèrement métallique. Renaud s'assit en face de moi avec un dossier fermé entre les mains. « Nous avons reçu le rapport toxicologique », commença-t-elle. « Scopolamine. Une petite dose, mais suffisante pour provoquer une désorientation, un évanouissement. Une possible perte de mémoire à des doses plus élevées. Pire. » Je croisai son regard. « Je le crois. » Son sourcil se haussa. « Vous le croyez ? » « Oui. Parce que j'étais censé boire ce verre. » La pièce sembla s'arrêter. « Expliquez, dit-elle. Je lui ai parlé de Léon Lefebvre, de l'avertissement dans la cuisine et de la manière dont j'avais échangé les verres. Je n'ai pas enjolivé les choses, j'ai laissé les faits parler d'eux-mêmes. » Elle écouta sans interruption, son expression illisible. « C'est une accusation sérieuse, dit-elle enfin. Si c'est vrai, ça change tout. » Je me suis adossé à ma chaise. « C'est vrai. » Ses doigts tapotèrent une fois le dossier, puis s'immobilisèrent. « Alors il nous faudra plus que votre parole. » Je savais déjà où l'obtenir. 2 mois avant la fête d'anniversaire, une enveloppe est arrivée à mon appartement. L'adresse de l'expéditeur provenait d'un vieil immeuble en briques du centre-ville de Bordeaux, le cabinet d'avocat de ma mère. Je n'avais pas eu de leurs nouvelles depuis le règlement de sa succession, alors la vue de leurs papiers à en-tête me serra le cœur. À l'intérieur se trouvait une lettre d'une seule page et la photocopie d'un document juridique. La lettre expliquait qu'en examinant des dossiers archivés, ils avaient découvert une clause dans le contrat de mariage de mes parents. J'ai parcouru les paragraphes denses jusqu'à ce que mes yeux tombent sur la partie qui changeait tout. Si mon père se remariait, sa nouvelle épouse serait exclue de tout héritage lié aux actifs de ma mère, ses propriétés, ses investissements ou ses fiducies résiduelles. Ces droits me reviendraient directement. Je l'ai lu 3 fois, retenant à peine ma respiration. Ce n'était pas seulement une protection, c'était une porte verrouillée avec le nom de ma mère sur la clé, et Viviane se tenait de l'autre côté depuis des années, supposant que la porte s'ouvrirait pour elle. Je n'en ai parlé à personne, pas au début. Mais une semaine plus tard, j'ai appelé un vieil ami de la famille, posant des questions que je pensais privées. J'aurais dû m'en douter. Les conversations dans ma famille ne restaient jamais au même endroit. Peu de temps après, les invitations ont commencé, dîner au domaine, brunch, juste entre filles,
même la fête d'anniversaire d'Hélène, des événements dont j'avais été exclu pendant des années. Viviane a commencé à complimenter mes vêtements, mes cheveux, mon aplomb. C'était trop soudain, et trop visiblement répété. Elle ne s'était pas adoucie envers moi, elle avait ajusté sa visée. Le soir de la fête, quand elle m'a tendu cette robe beige, elle souriait comme si elle avait enfin décidé de m'accepter. Mais la vérité était plus tranchante que cela. Viviane n'ouvrait pas une porte, elle construisait un piège. Et au moment où j'ai compris ce que c'était, j'étais déjà en plein milieu. Viviane ne perdit pas de temps. 3 jours après la fête, un blog de style de vie local et chic publia une interview exclusive avec elle. Le titre la qualifiait de « pilier de la communauté », qui avait été ciblée par sa belle-fille perturbée. L'article la citait longuement, comment elle avait subi un épisode médical effrayant, comment elle avait toujours essayé de m'accueillir malgré mon ressentiment envers son mariage avec mon père. Elle n'a jamais mentionné le rapport toxicologique. Elle n'a jamais mentionné Léon. Et elle n'a certainement pas mentionné la clause du contrat de mariage. Les commentaires étaient brutaux. Des gens qui ne m'avaient jamais rencontré ont rempli le fil de discussion de diagnostic de comptoir, m'accusant de jalousie, de cupidité, et pire encore. C'était le genre de récit public dans lequel Viviane excellait, léché, émotionnel, et juste assez crédible pour les gens qui voulaient un méchant. Ce soir-là, mon téléphone sonna. Le nom de Léon illumina l'écran. « J'ai quelque chose », dit-il sans préambule. J'ai récupéré les images de la cuisine des archives de sécurité avant qu'elles ne puissent être effacées. Moins d'1 heure plus tard, il était à mon appartement avec une clé USB. La vidéo était granuleuse mais claire, Viviane debout au bar, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, sortant quelque chose de sa pochette et le laissant tomber dans un verre. Un tour de cuillère, et ça a disparu. Il y avait plus, un clip d'elle se penchant vers un serveur, lui chuchotant quelque chose avant qu'il ne s'éloigne précipitamment. Léon me dit que l'homme n'était pas revenu après l'effondrement. Personne n'avait pu le contacter. Ce n'est plus de la spéculation, dit Léon. C'est une preuve. Je savais qu'il ne fallait pas la porter aux mêmes médias que Viviane avait charmé. Au lieu de cela, j'ai appelé une petite journaliste indépendante en qui j'avais confiance. Je lui ai donné la vidéo, les horodatages et la déclaration de Léon. Le lendemain matin, la vidéo était en ligne. Pas de commentaires, pas de titre sensationnaliste, juste la vérité, image par image. Et en quelques heures, le vent a commencé à tourner. Le deuxième jour, la vidéo s'était propagée au-delà de Bordeaux. Le ton des chuchotements a changé, moins de ragots, plus de condamnations. 2 conseils d'administration d'organisations à but non lucratif ont discrètement retiré le nom de Viviane de leur liste. Une boutique dont elle était copropriétaire a effacé sa photo de son site web. Son sourire, autrefois une monnaie d'échange, était devenu un handicap. Mon téléphone sonna en fin d'après-midi. La voix de mon père était tendue, dépouillée de la chaleur facile qu'il réservait au moment public. « Céline, nous devons parler. Demain, à la maison. » Quand je suis arrivé, l'air à l'intérieur semblait plus froid que dans mon souvenir. Viviane n'était pas là. Mon père était assis à la table de la salle à manger, un dossier devant lui. « Elle est partie, dit-il. Partie la nuit dernière. Je ne sais pas où. Je ne me suis pas assise. Voici ce que je veux, dis-je. Une reconnaissance publique de la vérité, Viviane hors de la maison de ma mère, et chaque actif lié à sa succession me soit restitué sans délai. » Il me regarda un long moment, puis ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents de transfert signés restaurant ma revendication légale sur les propriétés, les investissements et la fiducie que ma mère avait bâtie. « Tu as gagné, dit-il doucement. J'aurais dû te protéger. » Ce n'était pas des excuses, c'était un constat, offert trop tard pour avoir de l'importance. J'ai pris le dossier, son poids solide dans mes mains. « Tu aurais pu, dis-je. » Ses yeux se baissèrent. « Ce qui se passe maintenant dépend de toi. » Je n'ai pas répondu. J'avais ce pourquoi j'étais venu, et le reste, la fin de l'histoire prenait déjà forme. En moins d'1 semaine, les clés de la maison de ma mère étaient de nouveau entre mes mains. La première chose que j'ai faite a été de parcourir chaque pièce, ouvrant les rideaux pour laisser entrer la lumière. J'ai sorti des photos de famille de leur lieu de stockage et les ai remises sur les cheminées où Viviane les avait remplacées par les siennes. Le jardin, envahi par les mauvaises herbes sous sa surveillance,
a été nettoyée et replantée petit à petit. J'ai rendu à la maison ce qu'elle avait été, un endroit qui nous appartenait, pas à elle. Des semaines plus tard, Hélène est passée. Elle se tenait sur le seuil, ses yeux parcourant les photographies restaurées et les roses en fleurs à l'extérieur. Elle n'est pas entrée très loin. Sa voix était douce, incertaine. Je ne sais plus quoi croire. Je n'ai pas argumenté. La croyance était son fardeau, pas le mien. Après son départ, Léon a appelé. Elle se fait discrète, dit-il. Plus de sièges au conseil d'administration, plus d'apparitions publiques. Les gens sur qui elle comptait ne répondent plus à ses appels. Je l'ai remercié. Il n'a pas demandé de détails sur ce que je comptais faire, et je n'en ai pas offert. Il n'y eut aucune déclaration à la presse, aucune interview. Je n'ai pas publié de photos triomphantes ni fait fuiter de nouvelles rumeurs. J'ai laissé la vidéo, les documents et le silence faire leur travail. Le mal était déjà fait, et rien de ce que je pourrais dire ne le rendrait plus aigu. Certaines victoires n'ont pas besoin d'applaudissements. Un soir, je me suis assise sur le porche arrière, l'odeur de la terre fraîche dans l'air, et j'ai regardé la lumière s'estomper sur le jardin que ma mère avait planté. La maison était de nouveau à moi. Mais plus que ça, elle était en sécurité. J'avais survécu. Et cela, plus que n'importe quel titre de journal ou condamnation publique, suffisait.